Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infothémis du 31 octobre 2023. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors cette semaine à Infothémis, nous avons les résultats du tirage final du rodéo du camion, une triste nouvelle pour la municipalité de Notre-Dame-du-Nord, un avenir incertain pour les pommes de terre du Témiscamingue, un quatrième appel d'offres infructueux pour le projet d'incinérateur au Témiscamingue et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18h chaque mercredi soir pour notre télébingo hebdomadaire. Alors que les journées commencent à raccourcir, il sera bientôt le temps de reculer d'1 heure dans la nuit du 4 au 5 novembre 2023. Le changement se déroulera plus exactement le 5 novembre à 2 heures du matin. Nous reviendrons à l'heure normale de l'Est. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment dormir, car on gagnera 1 heure de sommeil. Pourtant, les études démontrent que le fait de changer d'heure 2 fois par année a des effets négatifs sur le sommeil, l'humeur et la concentration de plusieurs personnes, particulièrement les jeunes enfants. Aussi, ce changement d'heure signifie l'arrivée de l'hiver avec le coucher du soleil qui sera plus tôt en soirée. En fait, nous allons perdre en clarté tous les soirs. Le Québec fait partie des 70 sociétés qui changent l'heure 2 fois par année. Il faut avancer d'1 heure le deuxième dimanche de mars et il faut reculer d'1 heure le premier dimanche de novembre. Mêlé entre avance et recul, voici un petit truc. En mars, il y a un « A », on avance l'heure et en novembre, on recule. Certains souhaitent mettre fin à la pratique. Par exemple, le Parti québécois demande au gouvernement de se pencher sur la question depuis plusieurs années. Mais la proposition n'a jamais débouché jusqu'à présent. À titre de rappel, n'oubliez pas de reculer l'heure en fin de semaine, soit dans la nuit du samedi 4 novembre au dimanche 5 novembre. Le Comité des attractions touristiques de Notre-Dame-du-Nord et le rodéo du camion annoncent fièrement les gagnants de son tirage final tenu le 28 octobre dernier. À noter que tous les gagnants sont de l'Abitibi-Témiscamingue cette année. Gagnant de 1 000 $, le groupe du Cap, billet numéro 0733. Gagnant de 1 000 $, Michel F. Fitzbury, billet numéro 0799. Gagnant de 1 000 $, Denis Guy, billet numéro 0240. Gagnant de 1 000 $, le groupe Famille Alain Caron, billet numéro 0088. Gagnant de 1 000 $, le groupe Nunavut 1, billet numéro 0129. Gagnant de 1 000 $, groupe Bureau, billet numéro 0090. Gagnant de 1 000 $, Alain et Sylvain Girard, billet numéro 0932. Gagnant de 25 000 $, Marc Gosselin et Richard Pellerin, billet numéro 0345. Gagnant de 25 000 $, Nadia Morin, billet numéro 0008. Gagnant du lot de 250 000 $, le groupe Lucky Truckers de Témiscamingue First Nation. Félicitations à tous les gagnants! Triste nouvelle pour la municipalité de Notre-Dame-du-Nord. Un commerce établi depuis plusieurs années ferme ses portes. Dimanche, le 29 octobre, était la dernière journée d'ouverture en tant que restaurant Rendez-vous des 15. Réjeanne Manceau et Cyril Barrette ont débuté leur aventure en avril 2017 avec 4 cuisinières ainsi que plusieurs aides cuisinières en place. Aujourd'hui, en 2023, il reste seulement une cuisinière en poste, soit la propriétaire elle-même, qui bénéficie du support d'une aide cuisinière. Madame Manceau affirme qu'il est impossible de continuer à fonctionner de cette façon. Les propriétaires ont fait tellement d'efforts pour trouver des solutions, mais le tout reste sans succès. Ils ont travaillé des doubles 7 jours sur 7 pour essayer de tenir bon. Mais aujourd'hui, ils réalisent qu'ils ne peuvent plus continuer en raison d'un manque de main-d'œuvre. Ils ont adoré leur expérience et désirent profiter de l'occasion pour remercier leur fidèle clientèle qui les a soutenus pendant toutes ces années. Mais ce n'est pas fini.
L'emplacement restera disponible pour les réunions d'affaires, les réceptions et les parties privées, le tout avec possibilité de repas fournis. Réjeanne maintiendra son service de traiteur. L'entreprise Québec Parmentier, propriétaire de la firme Les Pommes de terre du Témiscamingue de Saint-Eugène-de-Guigue, entend liquider les actifs de la firme. Cette vente s'inscrit dans une restructuration financière de Québec Parmentier, une société mère de mise en marché et de commercialisation qui regroupe une trentaine de producteurs de partout au Québec. Aux prises avec des créances qui dépassent les 55 millions de dollars, l'entreprise et ses filiales ont obtenu la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers. Québec Parmentier avait fait l'acquisition de cette ferme de Saint-Eugène-de-Guigue à l'été 2021. Dans les documents déposés en Cour supérieure, l'entreprise affirme que les pommes de terre du Témiscamingue, tout comme d'autres filiales acquises en 2021, ont subi des pertes financières considérables qui plombent dans son bilan. L'entreprise mentionne qu'elle a surélevé les projections financières des pommes de terre du Témiscamingue et qu'elle a payé un prix trop élevé pour l'acquisition de cette ferme. Québec Parmentier parle aussi d'un coût des intrants plus élevé, d'une mise en marché plus complexe de la production à Saint-Eugène-de-Guigue et d'un contrôle des coûts insuffisant, résultat notamment de sa localisation géographique. La vente des pommes de terre du Témiscamingue et d'une autre ferme située en Outaouais fait partie du plan de restructuration amorcé par Québec Parmentier afin d'assurer sa survie. Québec Parmentier a répondu par courriel qu'il procédera à la liquidation ordonnée des activités de deux fermes qui n'ont aucun impact ni synergie et valeur ajoutée aux activités actuelles de l'entreprise, n'entraînant ainsi aucun impact sur la capacité de l'entreprise à garantir ses approvisionnements à ses clients et consommateurs. L'entreprise ajoute que ces deux fermes compléteront leur production respective pour leur marché actuel pour la saison qu'une liquidation ordonnée et graduelle des activités aura lieu cet automne. On nous assure qu'un plan d'accompagnement sera mis en œuvre pour soutenir les employés impliqués par cette orientation. Depuis le jour 1, il manque d'espace à l'école primaire de Wenaway. Les élèves étant trop nombreux à l'intérieur de l'établissement, construit au coût de 10 millions de dollars en 2017, le directeur Leonard Paulson a dû se tourner vers une autre alternative. En face de l'école, la communauté a installé temporairement des classes portatives. La direction envisage d'agrandir l'école primaire. Selon Leonard Paulson, les programmes fédéraux sont mal adaptés à la réalité que vivent les Premières Nations. La Première Nation de Long Point au Témiscamingue est en plein développement. L'asphaltage de la communauté, la construction de 2 patinoires utilisables à l'année longue et les besoins en matière d'établissement scolaire démontrent que les jeunes ont besoin d'être soutenus. Leonard Paulson fait un lien avec le hockey mineur en Abitibi-Témiscamingue. Les familles de Wenaway doivent faire des centaines de kilomètres pour trouver une organisation membre de hockey Abitibi-Témiscamingue. La MRC de Témiscamingue met sur pause son projet d'incinérateur de déchets. Le 4e appel d'offres, lancé en juin dernier, n'a pas permis de faire avancer le dossier puisqu'un seul soumissionnaire a déposé un projet. Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue, explique qu'à l'analyse de la proposition soumise, on a dû faire le constat que c'était non conforme au processus en place. Le Conseil n'avait donc d'autre choix que de rejeter la proposition soumise. En ce moment, les matières résiduelles ultimes sont envoyées au lieu d'enfouissement technique de Rouyn-Noranda, à plus de 175 km du centre du Témiscamingue. Madame Bolduc mentionne qu'on doit vraiment se pencher sur la question et voir l'ensemble des options possibles pour nous. Est-ce qu'on retourne en appel d'offres pour un incinérateur? Est-ce qu'on redemande une analyse complète de la situation? On va faire un tour de roue complet avec les élus de la MRC. Madame Bolduc ajoute que le temps presse. Le contrat avec le lieu d'enfouissement technique de Rouyn-Noranda arrivera à échéance sous peu
et la MRC doit préparer son plan de gestion des matières résiduelles. La préfète souligne, soit on enfouit les matières résiduelles ultimes, soit on les incinère. Nous, on estime toujours que l'incinérateur est une option potable pour les besoins de la MRC. On rappelle qu'on est dans une situation isolée comme territoire. Le conseil de la MRC a aussi annoncé que le remplacement du dôme de l'écocentre de Saint-Édouard-de-Fabre ne s'effectuera qu'au printemps prochain. Un incendie avait endommagé les installations il y a presque un an. Après un appel d'offres qui n'a pas attiré de soumissionnaires, la MRC a été autorisée à conclure un contrat de gré à gré pour remplacer le dôme, mais le fournisseur ne fait pas de travaux l'hiver. C'est une vérité de la palisse, mais quand nous payons pour une assurance, nous sommes en droit de s'attendre à recevoir une juste compensation pour les pertes subies lors d'une tragédie. Dans le cas de l'assurance récolte de foin, ce n'est pas aussi simple car il s'agit d'une assurance collective qui se base sur des données de stations météo et non sur les pertes réelles dans les champs. Dans une année moyennement normale, les stations comptabilisent assez correctement les pertes, mais quand nous vivons une année complètement hors norme, comme 2023, les grilles de la financière agricole du Québec ne semblent pas bien décrire la réalité du terrain. À commencer par les importantes précipitations de verglas de l'automne et de l'hiver dernier, le verglas a complètement gelé le sol et les plantes dans différents secteurs de la région. Cela s'est poursuivi avec un hiver où il y a eu peu de neige. Ajoutons une sécheresse comme nous n'en avions jamais vu ce printemps et cet été. C'était trop pour les plantes qui n'ont pas poussé. Il est difficile de nourrir le bétail dans ces circonstances. Pascal Roux, président de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles d'Abitibi-Témiscamingue, comprend les producteurs et productrices d'avoir besoin d'un maximum d'informations pour prendre les bonnes décisions en ce qui concerne leur entreprise. Aurais-je assez de liquidité pour acheter du foin? Sinon, quelles sont mes options? Quels seront mes coûts de supplément? Quels seront les impacts sur la productivité du troupeau? Comment l'entreprise pourra-t-elle absorber ces coûts additionnels? De quoi causer bien du stress et même de la détresse? M. Roux a eu d'innombrables contacts avec le cabinet du ministre de l'Agriculture et avec la Fédération agricole du Québec afin de bien comprendre le programme et les pistes qui peuvent être utilisées afin de cerner le plus réalistement possible les pertes de récolte. Ensemble, ils ont regardé plusieurs éléments avec eux, dont le gel et le verglas. Il semble que les réponses des 212 fermes contactées pour les déclarations de IVEG ne présentent pas, pour le moment, de différences substantielles avec les résultats des stations météo pour les superficies affectées par le gel. Pour la première fauche, ils nous ont indiqué qu'ils sont à valider la proportion d'eau utile de la pluie du 1er mai afin d'en retirer une partie qui n'aurait pas servi aux plantes. Finalement, pour la deuxième fauche, nous savons que malgré un peu plus de pluie dans certains secteurs, les plants n'ont pas poussé à la suite du stress de la sécheresse. La financière agricole du Québec a mentionné qu'il est possible de réaliser des ajustements pour éliminer une certaine quantité de pluie afin de tenir compte du niveau de la sécheresse. La Fédération agricole du Québec nous informera lorsque les calculs seront plus avancés. M. Roux encourage les agriculteurs à répondre au questionnaire qui leur a été envoyé par courriel. C'est notre outil pour mesurer les pertes et les impacts réels afin d'argumenter le dossier. Pour les Témiscamiens intéressés à recevoir un panier de Noël cette année, vous devez vous inscrire du 6 novembre au 7 décembre, du lundi au mercredi, dès 9h à midi et de 13h à 16h, en téléphonant au 819-629-3322. Vous devez fournir les documents suivants. Preuve de résidence où votre adresse apparaît, par exemple une facture de téléphone, une facture d'électricité ou un talon blanc du carnet d'aide sociale. Preuve du revenu actuel, visuel de la carte d'assurance maladie s'il y a des enfants,
Si vous êtes un utilisateur actuel du service d'aide alimentaire, vous n'avez pas à fournir les documents mentionnés. La séance mensuelle du Conseil de la MRC s'est tenue mardi dernier dans les locaux de Ville-Marie. Lors de cette rencontre, des projets du milieu ont reçu un soutien du Fonds Région et Ruralité, le FRR. Un comité consultatif en numérique a été formé et des autorisations ont été données. Il a été question du suivi du dossier des déchets ultimes, soit l'appel d'offres rejeté en raison d'une non-conformité. Un autre sujet discuté était le financement de projets diversifiés pour dynamiser le milieu. À la suite du troisième appel de projet du FRR, volet municipalités et organismes, et en fonction des recommandations émises par le comité chargé de l'analyse des dossiers présentés, 4 projets ont reçu l'approbation du Conseil et un appui financier totalisant des investissements de 111 305 $. Un montant de 30 000 $ est prévu pour l'aménagement de la place des commémorations par la fabrique de la paroisse catholique Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord. Un appui financier au montant de 30 000 $ est accepté pour l'achat d'équipements et l'ameublement du centre communautaire de Nedlec. La municipalité de Béarn recevra un montant de 30 000 $ pour l'aménagement d'un gymnase avec salle de motricité pour les enfants, ainsi qu'un montant de 21 305 $ pour l'aménagement d'un service de garde communautaire. Ces 4 projets totalisent des investissements de 382 678 $ dans nos communautés. Ainsi, pour 2023, 15 projets visant la vitalisation des milieux de vie du territoire ont été soutenus, se partageant une somme de 353 554 $. De ces 15 projets, 11 sont menés par les municipalités du territoire. Lors de la séance, les élus ont constitué un nouveau comité consultatif en numérique afin d'épauler le travail du nouvel agent de développement numérique. À l'image des autres comités consultatifs de la MRC, ce dernier regroupera différents intervenants du milieu, que ce soit au niveau touristique, agricole, culturel, de la santé, de l'éducation, des aînés et des jeunes, en plus de compter sur la participation d'un maire et d'un directeur municipal. Ce comité de 8 personnes œuvrera à ce que notre territoire soit une terre d'opportunités en matière de développement numérique. Parmi les autres faits saillants de la rencontre, on y retrouve l'octroi d'un mandat à la firme Action PMU Inc. pour l'inspection incendie des risques élevés et très élevés, le suivi du dossier d'électrification du chemin Maniwaki, situé en territoire non organisé, et le report en 2024 de la reconstruction du centre de transfert de l'écocentre à la suite de l'incendie survenu en avril dernier. La prochaine séance du Conseil aura lieu le mercredi 22 novembre du côté de la salle du pavillon de la Verlochère-Anguillé, secteur La Verlochère. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue a participé jeudi dernier à une consultation sous la thématique de la consultation citoyenne et de l'inclusion sociale à Québec, sous la responsabilité de la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire, Mme Chantal Rouleau. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue a participé à une consultation publique dans le cadre des travaux d'élaboration du 4e plan d'action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Pour ce faire, la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue a rédigé un mémoire de décisions prises localement pour la lutte contre la pauvreté. La rencontre de jeudi passé était l'occasion pour Mme Stéphanie Hein, la coordinatrice de la Corporation de développement du Témiscamingue, d'évoquer les actions prises localement avec la table en développement social qui ont eu un impact sur la lutte contre la pauvreté et les enjeux et défis du Témiscamingue dans les domaines du logement social, de la détresse psychologique, du transport, de la sécurité alimentaire et de l'inclusion. Elle a souligné l'importance d'adapter les services aux réalités rurales et de tenir compte du fait que notre population a souvent à se déplacer pour avoir accès à des services, notamment les services de santé.
On parle parfois à l'intérieur de notre région, mais aussi pour certains services qui exigent un déplacement à l'extérieur de notre région. Mme Hein a également souligné l'importance de l'accompagnement en transport pour les personnes aînées de la région si nous voulons maintenir à domicile nos personnes aînées sur notre territoire. Un autre sujet discuté est celui du logement. En ce qui concerne les logements sociaux, il faut que les programmes offerts par le gouvernement soient adaptés à la réalité rurale. Mme Hein conclut que c'était une occasion unique pour le Témiscamingue de faire un plaidoyer auprès du gouvernement et d'influencer le prochain plan d'action de lutte à la pauvreté. Stéphanie Hein confirme que ces messages ont bien été reçus. Il y avait une très grande écoute de la part du cabinet et des personnes présentes. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue est un regroupement d'organismes communautaires ayant pour mission la consultation, la concertation et la mobilisation de ses membres pour la défense de leurs intérêts et la promotion de l'action communautaire autonome misant sur l'action citoyenne et sur le développement social. Les délais sont de moins en moins longs pour obtenir une chirurgie en Abitibi-Témiscamingue. Dans le réseau, une seule personne a attendu plus d'1 an, selon le Centre intégré de santé des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. En ce qui concerne le département d'oncologie, les cibles des rendez-vous pour traiter différents types de cancers ont été atteints à environ 90 % depuis le début de l'année. Les patients en attente d'un premier service pour des soins à domicile ont diminué de 50 % depuis mars dernier. Il y a aussi d'autres cibles à atteindre pour les prochains mois, notamment dans les délais de service de la protection de la jeunesse. La propagation de la COVID-19 connaît également une diminution dans les dernières semaines. Dans le réseau de la santé, les taux d'absence des travailleurs sont passés de 80 par jour à seulement 2 absences par jour. De plus, 16 000 personnes en région auront obtenu un vaccin ou ont un rendez-vous pour un vaccin. Pour continuer à améliorer les délais et services, une transition numérique importante se prépare dans le réseau de la santé. D'ailleurs, des experts vont dédier tout leur temps à cette transformation numérique pour maximiser l'efficacité. M. Daniel Bernard a fièrement décerné le 28 octobre dernier 3 médailles du député lors de la soirée d'ouverture du 42e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Ces médailles ont été remises pour souligner et honorer le travail acharné de 3 figures importantes du développement culturel et événementiel à Rouyn-Noranda et à travers la région de l'Abitibi-Témiscamingue, soit Madeleine Perron, Sandy Boutin et Steve Jolin, alias Anno Dadjé. La remise s'est tenue lors du souper de la soirée d'ouverture du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, en présence de nombreux dignitaires et partenaires, dont le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, M. Louis Dallaire, cofondateur du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, a dressé un portrait du parcours remarquable de chacun des médaillés. Madeleine a été pour nos artistes, festivals et communautés une des plus grandes défenderesses et ambassadrices de la région. Le statut et la notoriété de la région lui sont grandement tributaires. Sandy a également joué un rôle politique inestimable dans la région et au Québec. Sandy a travaillé avec tous les gouvernements en place afin de promouvoir et favoriser l'essor culturel de la région et du Québec. La musique et les artistes ont toujours été sa priorité. Steve, par son rôle d'enseignant en éducation physique, tout autant que celui d'artiste hip-hop, a été et est toujours un mentor pour de nombreux jeunes ici à Rouyn-Noranda. La médaille de la députée du député, remise par les parlementaires de l'Assemblée nationale, vise à reconnaître le mérite de personnes ou d'organismes provenant de leur circonscription électorale et ayant mené une action exemplaire utile pour le bien de la communauté de la dite circonscription dans le domaine culturel, sportif, social ou entrepreneurial. La faim au Québec établit un triste record cette année. Les Banques alimentaires du Québec, Ressourcerie Bernard Hamel et le Centre de bénévolat de la Vallée de l'Or
dévoile dans le bilan fin 2023 que 3 762 personnes sont aidées dans la région chaque mois. Les moissons de l'Abitibi-Témiscamingue et les organismes qu'elles desservent répondent mensuellement à 8 718 demandes d'aide alimentaire en 2023, une situation jamais vue auparavant. Il est possible d'établir qu'en seulement 4 ans, le nombre de paniers de provisions ont connu une forte augmentation. Les organismes sur le terrain sont unanimes. Il s'agit d'une situation historique. Martine Dion, directrice générale ressourcerie Bernard Hamel, affirme que notre réseau fait face à une demande sans précédent. L'insécurité alimentaire atteint des sommets en Abitibi-Témiscamingue alors que le contexte économique préoccupant laisse envisager des jours encore plus difficiles. Nous devons collectivement réfléchir sur les actions à poser pour lutter concrètement contre la faim. Notre réseau tentera de pallier la demande et les trous dans notre filet social, mais nous ne pourrons avoir un impact durable dans la lutte contre la faim au Québec. Cela devra passer par l'implantation de politiques de lutte à la pauvreté. En raison du contexte économique difficile, Ressourcerie Bernard Hamel et le Centre de bénévolat de la Vallée de l'Or constatent que le portrait des usagers qui sollicitent de l'aide alimentaire se diversifie. De plus en plus, le nombre de personnes en emploi augmente, témoignant de la pression actuelle sur les Québécoises et les Québécois. Avec bon nombre d'usagers supplémentaires, les moissons de l'Abitibi-Témiscamingue font face à une pression exceptionnelle et grandissante et a d'ailleurs manqué de denrées par ses sources d'approvisionnement usuelles en 2023. Nos employés et nos bénévoles sur le terrain travaillent d'arrache-pied, mais sont épuisés. Sans soutien supplémentaire, nous risquons carrément un bris de service. Alors que les effets de la hausse du coût de la vie se font de plus en plus sentir, ce sont les plus vulnérables qui en paient le prix. Pour faire face à cette demande accrue, notre réseau a besoin d'une aide financière d'urgence. Lina Duprat, directrice générale du Centre de bénévolat de la Vallée de l'Or, souligne que notre réseau fait tout ce qu'il peut pour répondre à la demande et aider les personnes dans le besoin. En plus d'avoir au fil du temps bâti un réseau efficace, nous avons mis en place des initiatives en collaboration avec plusieurs partenaires pour être en mesure d'accroître le volume de denrées que nous distribuons. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour venir en aide à tous ceux qui en ont besoin. Nous lançons un appel haut et fort au gouvernement, mais également aux organisations et à la population en mesure de nous soutenir. Nous avons besoin de votre aide pour répondre aux besoins urgents. Voici quelques chiffres pour vous concernant l'Abitibi-Témiscamingue. Près de 8 718 demandes d'aide alimentaire chaque mois. 48,35 % des demandeurs de dépannage alimentaire sont des adultes vivant seuls. 33,54 % des demandeurs de dépannage sont des familles avec des enfants. De ce nombre, 59,75 % sont des ménages monoparentaux et 40,25 % sont des ménages biparentaux. 13,96 % du nombre de travailleurs ont recours au panier de provisions. Depuis plus de 25 ans, les moissons de l'Abitibi-Témiscamingue permettent la mise en commun des ressources et d'expertise afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables. Les villages d'Abitibi-Ouest sont appelés à s'unir pour survivre. En quittant la mairie de Rapide-Danseur le 3 octobre dernier, Sylvain Vachon a relancé un débat que peu d'élus osent aborder en Abitibi-Ouest, une éventuelle fusion entre des villages de la MRC. Les élus que nous avons consultés sont unanimes. Ces villages ne pourront pas survivre à moins de travailler ensemble. Mais plusieurs refusent encore de parler de fusion. Des 21 municipalités et des 2 territoires non organisés, seulement 3 comptent plus de 1000 habitants. Chaque municipalité possède sa propre direction générale et des services municipaux, une situation qui ne peut pas perdurer selon l'ex-maire de Rapide-Danseur, Sylvain Vachon. Ce dernier ne mange pas ses mots. Pour lui, il n'y a pas d'autre solution que de fusionner certains villages. C'est un problème parce que les responsabilités des municipalités sont de plus en plus importantes.
Je pense qu'on a une remise en question importante à faire par rapport à la gouvernance et plus on attendra, plus ça va faire mal. L'ex-maire de Rapide Danseur mentionne qu'il espère que les gens qui sont là vont prendre les décisions courageuses et qui doivent être prises. Jacqueline Bégin, maire de Sainte-Germaine-Boulay et préfet d'Abitibi-Ouest, croit toutefois qu'il faut y aller par étapes. Pour lui, le plus urgent est de commencer à partager des services entre les municipalités. Il cite en exemple le service incendie qui est maintenant partagé entre son village et celui de Palmarol. On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, mais il y a aussi toutes les obligations qui sont de plus en plus attachées aux municipalités. Ça prend des gens avec des compétences spécifiques dans plusieurs domaines. On ne peut pas embaucher une personne pour une petite municipalité. Alors, c'est intéressant de regarder ce qu'on peut faire en se mettant tout le monde ensemble. Il précise que plusieurs villages n'ont aucun remplaçant lorsqu'un employé est malade. De son côté, le maire de Duparquet, Denis Blais, confie que les demandes gouvernementales s'alourdissent chaque année. Des discussions sont déjà entamées avec d'autres villages pour partager des employés. Il fait observer que nos employés sont plutôt des généralistes. Ils sont bons dans tout, mais ils ne sont pas spécialistes en rien. On a vraiment besoin de ces spécialistes parce que ça devient lourd. Pour sa part, Mathieu Guillemette, maire de Roquemaure, mentionne qu'on travaille tous en silo, donc chacun de son côté. On travaille pour trouver des choses aussi simples que du sel, du papier, des directions générales et des services administratifs. Mutualiser, ce serait donc d'évaluer qu'est-ce qui pourrait être partagé entre nous et comment on le fait aussi, puis le cadre dans lequel on va agir. Parler de fusion demeure un sujet sensible. Certains sont en faveur alors que d'autres s'opposent à l'idée. Les villages sont prêts à s'entraider, mais plusieurs craignent de perdre leur identité. M. Guillemette, qui a vécu la fusion de Gatineau en 2002, soutient que le mot « fusion » semble être un mot qui intimide, qui fait peur. Selon lui, avant que ce soit des forces externes qui nous forcent à le faire, il croit que ce serait notre devoir de prendre l'initiative et d'entamer la discussion. Ça risque d'être plus constructif. Jacqueline Bégin estime que les municipalités, ce dont elles ont peur souvent, c'est de perdre leur identité. La mise en commun de services, ça ne brisera pas cet aspect-là. Les gens ne se rendront quasiment pas compte et ça va assurer la continuité des services. Une fois que les mises en commun de services vont bien et que tout le monde s'entend bien, parler de fusion est pas mal plus facile. Denis Blais, maire de Duparquet, et Fanny Duprat-Rossier, mairesse de la Reine, ne sont pas favorables aux fusions. Ils affirment que chaque village est différent. Ce n'est pas la même réalité, les mêmes besoins. Alors, ce serait difficile de se faire représenter par des personnes qui ne vivent pas nécessairement dans le village. M. Guillemette croit qu'il y a un moyen de garder une identité culturelle et qui est propre à chaque municipalité quand même. L'idée, c'est plutôt de se concentrer pour optimiser, puis je pense aussi qu'ensemble, on aurait une meilleure force de frappe, on pourrait développer des services de meilleure qualité. M. Jacqueline Bégin ajoute qu'il croit que naturellement, ça va se faire. Ça va commencer par les mises en commun de services et ça va aller de soi. Ce n'est pas la première fois que des élus abordent publiquement d'éventuelles fusions en Abitibi-Ouest, mais pour le moment, aucune démarche officielle n'est entamée. Dans sa volonté d'approfondir et de valider les risques potentiels du marché du carbone pour les terres agricoles dévalorisées de la région, les terres en friche, le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, par le travail de son comité environnement, agriculture et agroalimentaire, a organisé avec le réseau d'Agri-Conseil d'Abitibi-Témiscamingue un webinaire sur ce sujet qui a permis de recenser certains dangers de la course à la séquestration du carbone pour le potentiel agricole de notre région. Une cinquantaine d'élus, de chercheurs, ainsi que des professionnels du milieu agricole, de l'aménagement du territoire et des MRC de la région et d'ailleurs ont assisté à cette activité. M. Lemire se questionne car depuis quelques mois déjà, nous sommes témoins de demandes de la part de PME et de grandes entreprises
qui sont à la recherche de terres en Abitibi-Témiscamingue dans le but d'effectuer du reboisement pour des fins d'obtention de crédits carbone. Après la ruée de l'or, est-ce que nous assistons à une ruée vers le carbone en Abitibi-Témiscamingue? Il faut rappeler que, selon des estimations de plusieurs spécialistes, l'Abitibi-Témiscamingue posséderait près de 50 des terres en friche du Québec, soit une superficie entre 60 000 et 85 000 hectares. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un objectif qui nous concerne tous dans la lutte au changement climatique, mais est-ce que certains angles de ce nouveau marché du carbone pourraient impacter négativement notre potentiel agricole et l'habitation de notre territoire? M. Lemire évoque que cela semble une menace encore plus réelle maintenant. Selon le député, le premier pas à faire, c'est de se concerter. Il faut une concertation élargie qui réunira notre expertise agricole et forestière, la municipalité, nos industries, ainsi que nos élus pour s'assurer que la réalité agricole de notre territoire soit prise en compte et protégée, autant dans l'aménagement de notre territoire que dans le marché du carbone. Les recherches de l'unité de recherche et de développement en agroalimentaire en Abitibi-Témiscamingue et l'Institut de recherche sur les forêts de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue sont aussi cruciales pour faire avancer les différents programmes. Ottawa doit être présent pour s'assurer que nos chercheurs aient les fonds disponibles pour aller plus loin. Nous devons devenir des leaders du Québec et du Canada dans le développement d'un régime compensatoire qui inclut une agriculture durable qui tient compte de l'occupation dynamique du territoire et d'une industrie forestière de premier plan tout en mettant profit la séquestration du carbone par nos industries régionales. Ainsi, les spécialistes, Claude Fortin, spécialiste forêt et changement climatique pour la direction adjointe des opérations du marché de la Direction générale de la réglementation carbone et des données d'émissions du Bureau de la transition climatique et énergique du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, et Pierre Bouchard, chef d'unité au développement de protocoles et liaisons horizontales, section des crédits compensatoires et d'échange de droits d'émission du Bureau des marchés du carbone, d'environnement et changement climatique Canada, ont été conviés afin d'expliquer les marchés du carbone. Le premier a présenté le règlement relatif au projet de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé, admissibles à la délivrance des crédits compensatoires, alors que le second a fait de même pour le régime de crédits compensatoires pour les émissions de gaz à effet de serre du Canada. L'électrification des véhicules au sein d'une entreprise de transport scolaire avec un investissement de plus de 4 millions de dollars constitue un défi majeur. Cette démarche implique une année d'expérimentation visant à évaluer les avantages et les inconvénients de cette transition. La motivation d'acquérir 13 autobus scolaires il y a un an découle de l'obligation gouvernementale d'inciter l'entreprise à acheter des véhicules en offrant des incitatifs avant l'entrée en vigueur de la loi, selon le propriétaire des autobus Plante d'Amos. Philippe Plante, propriétaire, explique que ça a commencé avec le gouvernement qui nous a obligés à partir d'une certaine date que tout véhicule thermique, on ne pouvait plus en acheter et qu'on était obligé, si on avait un véhicule à changer, d'acheter un véhicule électrique. Les avantages observés au cours de cette année d'expérimentation suggèrent que l'investissement dans ces véhicules électriques génère d'importantes économies en carburant et en pièces détachées. De plus, le niveau sonore à l'intérieur des autobus améliore le confort des élèves tout en apportant la tranquillité aux conducteurs. Plusieurs inconvénients ont été constatés par M. Plante. Seulement 2 fabricants de véhicules électriques au Québec entraînent une certaine monopolisation, entraînant une augmentation des coûts sur le marché. Les subventions gouvernementales sont offertes uniquement pour les véhicules achetés au Québec, ce qui signifie que les consommateurs doivent payer le plein prix acheté hors de la province. D'autres inconvénients ont été observés au cours de l'année d'expérimentation. Entre autres, au niveau de l'autonomie, les autobus ont seulement une charge de 150 km à 200 km,
ce qui signifie devoir encore utiliser un réservoir diesel pour chauffer les autobus. Certains parcours ne sont pas électrifiés, donc l'utilisation de véhicules thermiques doit rester. La batterie est exposée aux intempéries de la route. En une année, ils ont dû changer 2 batteries avec un coût de 28 000 $ chacun. Le gouvernement n'offre aucune subvention pour changer les batteries. Pour accueillir ces véhicules électriques, ils ont dû changer l'ensemble du système électrique pour adapter leur garage, mais également adapter le panneau électrique des maisons des chauffeurs pour garder les autobus à leur domicile. Ils ont vu une certaine rentabilité au niveau du coût du diesel. Toutefois, est-ce une rentabilité réelle quand un véhicule coûte plus de 300 000 $ à l'achat? L'achat de tel autobus se fait avec un plan de financement et un taux d'intérêt élevé. Le temps de recharge de la batterie n'est pas assez rapide pour effectuer 2 trajets d'autobus dans la même journée et quand un employé est malade, que fait-on? Quand un véhicule à essence est acheté, l'accès à un garagiste de proximité est accessible. Toutefois, où fait-on réparer et entretenir un véhicule électrique? Le manufacturier des véhicules de transport scolaire amène leur professionnel qui a l'expertise de former le mécanicien de cette entreprise, mais il forme également les chauffeurs. Pour les consommateurs réguliers de véhicules électriques, la donne est un peu différente selon le porte-parole du Centre de formation professionnelle de Val-d'Or. Marc Moreau, porte-parole du Centre de formation professionnelle de Val-d'Or, démontre que c'est de former ces gens-là qui vont aller travailler dans les concessionnaires. Oui, je sais que certains fabricants ont leur programme de formation au niveau des employés directement, mais former la nouvelle main-d'œuvre, c'est un beau défi qui nous attend aussi. Tenu le 20 octobre dernier à Saint-Rémy en Montérégie, le colloque sur l'agriculture organisé par le Bloc québécois a rassemblé plusieurs leaders et participants intéressés par l'avenir de ce secteur clé de l'économie québécoise. Des enjeux tels que la transformation régionale, la consommation de proximité, l'avenir de la production maraîchère locale et le rôle de l'État dans un contexte de changement climatique ont notamment été abordés. Au colloque, le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, a animé l'atelier qui a traité des enjeux de la régionalisation, de la transformation alimentaire et des circuits courts afin que le fruit du travail de nos producteurs se retrouve dans les assiettes des consommateurs d'ici. Composé de Jean-Sébastien Gascon, coordonnateur du programme de l'Institut de recherche en économie contemporaine, et d'Indira Moody, présidente de Viande La France, le panel a discuté de la production locale de viande et de la consommation à proximité des lieux de transformation pour réduire le coût environnemental qu'elle représente. Sébastien Lemire en a profité pour amener les différentes études que son bureau a réalisées au cours des dernières années et de l'importance pour la région d'avoir les éléments clés de la chaîne de production pour s'assurer de développer notre agriculture régionale pour que nos produits se retrouvent dans nos assiettes et permettre, grâce à l'apport économique de l'agriculture, de s'assurer d'une occupation dynamique du territoire. C'est aussi pourquoi les circuits courts sont aussi importants pour notre région. Les besoins en abattage de l'Abitibi-Témiscamingue et ailleurs au Québec ont aussi été au cœur des débats. Un second panel a abordé l'avenir de la production maraîchère locale et la révision du rôle de l'État dans un contexte de changement climatique. Enrichi de l'expérience commune de Catherine Lefebvre, présidente de l'Association des producteurs maraîchers du Québec, de Charles-Félix Ross, DG de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles, et de Léon Bibeau-Mercier, président de la Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique, ce panel a énuméré les pistes pour que les producteurs puissent faire face au changement climatique en réévaluant le partage avec le gouvernement fédéral des risques que ces dérèglements impliquent. Nous sommes extrêmement satisfaits des pistes de solutions qui ont été émises par les panélistes. Non seulement ont-ils saisi l'occasion donnée par le colloque pour dresser un portrait franc de l'agriculture et de l'agroalimentaire, mais ils ont proposé des avenues pour aborder les enjeux actuels et ceux auxquels ils feront face dans l'avenir.
Une chose est claire, les entrepreneurs agricoles et agroalimentaires de l'Abitibi-Témiscamingue peuvent compter sur nous pour porter leur voix, ont conclu les 2 députés de la région du Bloc québécois. La Banque du Canada a maintenu son taux d'intérêt directeur à 5,0 %, mais elle n'a pas exclu d'éventuelles nouvelles hausses puisque les pressions sur les prix restent élevées. Le conseil de direction est toutefois préoccupé par la lenteur des progrès vers la stabilité des prix et par l'accroissement des risques inflationnistes et est donc prêt à augmenter de nouveau le taux directeur si nécessaire. Les prévisionnistes s'attendaient généralement à ce que la banque choisisse le statu quo, car les données économiques suggèrent que les taux d'intérêt élevés ont l'effet de refroidissement escompté sur l'économie. Les consommateurs et les entreprises sont confrontés aux taux d'intérêt les plus élevés depuis des décennies, ce qui entraîne une baisse de leurs dépenses. Outre les signes de ralentissement de la croissance, l'inflation a repris son ralentissement en septembre, le taux annuel reculant à 3,8 %. La Banque du Canada a également publié mercredi son rapport trimestriel sur la politique monétaire qui comprend de nouvelles prévisions économiques suggérant un ralentissement de la croissance économique et une accélération de l'inflation à court terme. La Banque centrale s'attend désormais à une croissance du produit intérieur brut, le PIB, réel de 1,2 % en 2023, alors que ses prévisions précédentes en visaient une de 1,8 %. La croissance devrait encore s'affaiblir en 2024, avec une hausse du PIB réel de 0,9 % avant de rebondir à 2,5 % en 2025. L'inflation devrait toujours revenir à l'objectif à 2,0 % en 2025. Mais la Banque centrale dit s'attendre à une inflation plus élevée à court terme. Le rapport souligne certains risques entourant ces prévisions, notamment la guerre entre Israël et le Hamas. Alors que les prix du pétrole sont actuellement plus élevés que prévu, la Banque centrale affirme qu'une escalade de la guerre vers un conflit régional plus large pourrait perturber l'approvisionnement mondial en pétrole. Le gouvernement du Québec lance une offensive de formation en construction visant à former entre 4 000 et 5 000 personnes additionnelles pour qu'elles occupent des métiers en forte demande sur les chantiers, soit ceux de charpentiers-menuisiers, d'opérateurs de pelles, d'opérateurs d'équipements lourds, de ferblantiers, de frigoristes, d'électriciens et de tuyauteurs. Des formations de courte durée avec attestation d'études professionnelles allant de 4 à 6 mois ont été créées. Un soutien de 750 $ par semaine sera offert aux étudiants et étudiantes durant leur parcours. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle et ponctuelle. Les personnes qui ne sont plus aux études depuis au moins 1 an et qui respectent les conditions générales d'admission des programmes d'études menant à ces métiers peuvent s'inscrire dès maintenant en ligne. Les formations débuteront dès janvier 2024. Il sera possible de s'inscrire jusqu'au 15 décembre prochain. Les personnes qui s'inscriront d'ici le 15 décembre 2023 à un programme menant à un diplôme d'études professionnelles DEP pour devenir charpentier-menuisier ou charpentière-menuisière, opérateur ou opératrice de pelle, opérateur ou opératrice d'équipements lourds, ferblantier ou ferblantière, ainsi que frigoriste pourraient obtenir, sous certaines conditions, une bourse allant de 9 000 $ à 15 000 $ dès leur diplomation. Il en va de même pour celles qui entreprendront ces mêmes formations en novembre et décembre 2023. De plus, la capacité d'accueil du DEP électricité et celui de plomberie et chauffage, 2 formations dans lesquelles il y a actuellement des listes d'attente, sera également augmentée dès janvier. Un investissement de 300 millions de dollars est prévu pour réaliser cette offensive. Pour en savoir plus sur les formations offertes et les modalités d'inscription, rendez-vous sur le site québec.ca/emploi-construction. La fumée secondaire, qui est composée de plus de 7000 substances chimiques, menace la santé de tous. Elle est particulièrement néfaste pour la santé des petits poumons roses des bébés et des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils respirent plus vite que les adultes,
ce qui les amène à absorber de plus grandes quantités de substances et que leur système immunitaire, de même que leurs poumons, n'ont pas encore fini de se développer. La fumée secondaire peut donc provoquer ou accentuer plusieurs problèmes respiratoires, tels que la toux, rhume, bronchite, pneumonie et asthme. Les enfants des fumeurs ont de 2 à 4 fois plus de risques de souffrir d'asthme. De nombreux parents qui fument utilisent des moyens variés, comme faire fonctionner la hotte ou ouvrir une fenêtre pour réduire la quantité de fumée dans l'air. Bien que ces gestes démontrent de bonnes intentions, ils ne sont pas suffisants pour protéger pleinement la santé des enfants. Ne pas fumer en présence des enfants est la seule mesure pour garder en santé leurs petits poumons roses. Faites de votre maison une zone 100% sans fumée. Dans la maison, on ne fume pas, même sous la hotte, dans le sous-sol, dans le garage. À l'extérieur, on fume loin des portes, des fenêtres et du patio. Faites de votre voiture une zone 100% sans fumée. Dans la voiture, on ne fume pas, même avec les vitres baissées, le toit ouvert, la ventilation ou la climatisation activée. Si des fumeurs roulent avec vous, offrez-leur de faire des arrêts pour sortir fumer. À l'extérieur, assurez-vous qu'on ne fume pas près des enfants et des femmes enceintes. Même sur le balcon, au parc ou en marchant, la fumée secondaire menace la santé des enfants s'ils se trouvent près des fumeurs. Elle est moins concentrée, mais toujours dangereuse. Ces conseils valent aussi pour la vapeur de cigarettes électroniques vapoteuses et bien entendu la fumée de cannabis. La loi interdit de fumer des produits de tabac ou de vapoter dans les voitures en présence d'enfants de moins de 16 ans, dans les aires de jeu pour enfants, ainsi que sur les terrains sportifs. Vous pensez que c'est l'occasion idéale pour arrêter de fumer? Vous avez besoin de soutien? Pour obtenir des informations sur les services ou pour solliciter des rencontres individuelles, communiquez avec le centre d'abandon du tabagisme de votre localité. Ce qui devait être un débat a plutôt eu l'impression d'assister à l'autopsie de la stratégie adoptée par Québec solidaire ces dernières années. Pendant plus d'1 heure, les 3 candidates au poste de porte-parole féminines ont parlé en long et en large de tout ce qui cloche au sein de leur parti sans mettre de gants blancs. Si dans d'autres formations politiques, les courses font parfois ressortir des différences idéologiques plus ou moins profondes, rien de tel à Québec solidaire. Les 3 candidates sur les rangs logent à la même enseigne sur la plupart des enjeux. Hormis quelques références à la crise du logement ou à la crise climatique, les échanges ont donc essentiellement porté sur des considérations tactiques ou stratégiques propres au parti lui-même. Tour à tour, celles qui souhaitent succéder à Manon Massé se sont demandé s'il valait mieux chercher à conquérir les personnes âgées touchées par la crise du logement, les 35 à 54 ans ou encore les travailleurs de la classe moyenne. La discussion a été courtoise, polie et disciplinée. Les rares moments de réel débat prenant fin rapidement, faute de temps. Des 3 candidates, Uruba Gazal s'est montrée la plus combative, interpellant ses collègues sur plusieurs enjeux, comme l'absence de parité dans le caucus ou l'incapacité du parti à joindre les citoyens des banlieues. À Christine Labrie, moins prompte, qu'elle a parlé de souveraineté, elle a demandé si le parti avait pris la bonne décision de ne pas faire d'annonce spécifique sur la question lors des dernières élections et si elle s'engageait à en faire une en 2026 si elle était élue porte-parole. Émilise Lessard-Terrien, qui parle beaucoup de décentralisation, elle a demandé comment il serait possible de donner plus d'autonomie aux régions tout en assurant l'atteinte des grands objectifs nationaux du parti. C'est en revanche Christine Labrie qui s'est montrée la plus sévère à l'égard de son propre parti. La députée appelle Québec solidaire à simplifier son vocabulaire, à changer le ton de son message et surtout à traduire ses grands idéaux en propositions concrètes. De son côté, Émilise Lessard-Terrien a plutôt cherché à susciter l'inspiration. Sa plus grande priorité, c'est de nourrir le courage de l'action, faisant valoir que la présence accrue sur le terrain d'une porte-parole,
qui n'a pas à siéger à l'Assemblée nationale, permettrait de donner l'avantage de sens au travail des membres. Plus conceptuelle dans son approche, elle a plaidé pour que le parti s'adresse davantage à l'affect des électeurs. C'est important aussi de remettre le rêve au cœur du discours de Québec solidaire. Elle ajoute qu'elle s'est rendue compte qu'il y a bien des gens qui vont voter sur l'émotion. Si les candidates se rejoignent sur nombre d'enjeux, c'est le thème de la souveraineté qui a donné lieu aux échanges les plus animés. Il n'a sans doute pas échappé à Gabriel Nadeau-Dubois, assis aux premières loges, que plusieurs des critiques formulées par les candidates le visaient, lui et sa stratégie des dernières années. À écouter les aspirantes porte-parole féminines, bien des choses changeront après le prochain congrès. Encore faudra-t-il savoir ce que le co-porte-parole masculin pense de tout cela, lui qui avait indiqué être en réflexion sur son avenir politique. Comme toutes les candidates l'ont rappelé à leur manière, leur capacité à prendre des engagements est toutefois limitée par la description de la tâche du poste convoité. À Québec solidaire, ce sont les membres qui adoptent le programme. La personne qui sera choisie ne sera ultimement que leur porte-parole. En guise de conclusion, chacune a d'ailleurs choisi de rappeler ce qui la distingue de ses adversaires, sur le plan personnel. Christine Labrie a insisté sur le symbole fort dans le fait d'élire une première porte-parole issue de l'extérieur de Montréal. Émilise Le-Sartérien a fait valoir qu'une porte-parole extra-parlementaire disposerait de plus de temps pour aller à la rencontre des citoyens. Ruba Casal a parlé de son parcours de fille d'immigrants que rien ne destinait à faire de la politique. Dans un contexte où peu de divergences ont jusqu'ici émergé sur le plan politique, c'est la personnalité de chaque candidat et ce que symboliserait son élection qui risque d'influer le plus sur le choix des électeurs. Les identités de genre gagnent en popularité sur TikTok et les nouvelles régionales. Les jeunes s'affichent et démontrent la discrimination faite par des intervenants policiers à leur égard. Toutefois, il est encore difficile de comprendre pour une région de l'Abitibi-Témiscamingue qui est habituée de ne pas accélérer le changement, qu'il peut exister une autre façon de s'identifier qui, au final, n'a aucune étiquette ou identité biologique. L'ignorance et le manque d'éducation envers ces non-genrés peut apporter confusion dans la tête des gens. Ne comprenant pas, il est facile de stigmatiser et discriminer ceux qui se présentent avec ou sans identité masculine et féminine. S'identifier comme trans n'est pas un indice d'une mauvaise santé mentale. La discrimination qui vient par rapport à ça est très forte par contre. Ce qui fait que tu vas voir des gens qui sont trans, les statistiques sont plus hautes par rapport à ça. C'est une cause à effet, mais ce n'est pas la raison, explique Claudine Plante, qui travaille avec les jeunes dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Il est faux de croire que ces identités sont nouvelles. Les identités de genre ont toujours existé selon les recherches de Claudine Plante. C'est quelque chose qui était tabou au même titre que l'homosexualité. Cependant, avec la nouvelle génération, les jeunes veulent exprimer et ils ne craignent pas d'affirmer comment ils se sentent et qui ils sont. Les Premières Nations partout dans le monde parlaient d'un troisième genre, qui a toujours existé comme étant le Two-Spirit, ce qui signifie qu'ils portent les deux genres. Elles étaient des personnes acceptées au sein de leur communauté. Une personne qui était de troisième genre était souvent considérée comme quelqu'un qui avait des connaissances que d'autres n'avaient pas, comme chaman, démontre Claudine Plante, animatrice de jeunes. Il est facile de s'y perdre avec toutes les explications. Cependant, le respect de l'autre est l'une des meilleures façons d'aborder la situation. Il ne reste qu'à voir comment les infrastructures des entreprises, des services publics et des organismes changeront pour mieux inclure tous les genres dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Infotémis. Au revoir.